la rétrospective de la semaine. La coordination nationale des syndicats de l'éducation décrit un non-respect des engagements pris par le gouvernement et la lenteur qu'elle dit constater dans la mise en œuvre du protocole d'accord. Celle-ci estime que le gouvernement s'inscrit dans un esprit de dilatoire. Bonaventure Belem, coordonnateur. Lorsque vous prenez des points qui devraient connaître un dénouement depuis février 2018 et 15 mois après, rien n'est fait et on nous dit qu'il faut faire un recensement global pour pouvoir résoudre ces préoccupations. De mon point de vue, c'est ça le dilatoire. Et les points sont nombreux qui montrent que le gouvernement n'est vraiment pas engagé dans une logique de résolution diligente des préoccupations des travailleurs de l'éducation et de la recherche. Pour se faire entendre, la coordination a décidé d'observer une grève de 24 heures, ponctuée d'une marche-meeting sur toute l'étendue du territoire national, le jeudi 18 avril prochain. Un mot d'ordre qui, selon elle, n'a pas pour objectif de saboter le système éducatif. La coordination nationale des syndicats de l'éducation ne souhaite pas saboter l'éducation. Son combat d'ailleurs s'inscrit dans le développement, l'amélioration de la qualité de l'éducation. Lorsque vous vous intéressez à notre plateforme, vous vous rendrez compte que tous les points de revendication avaient pour vocation essentiellement d'améliorer la qualité de l'éducation au niveau du Burkina Faso. Donc nous savons que l'éducation c'est notre outil de travail et nos luttes ne s'inscrivent pas dans un incendie de notre outil de travail. Si à l'issue de cette grève, il n'y a pas de réaction de la part du gouvernement, la coordination de son côté entend réagir, mais n'a pour l'instant précisé la nature de cette réaction. Par ces slogans, la coordination nationale des syndicats de l'éducation CNSE dénonce le non-respect par le gouvernement des engagements du protocole d'accord signé depuis janvier 2018. Pour le coordonnateur de la CNSE, les dates données par la partie gouvernementale pour la mise en œuvre de la plupart des points d'accord sont échues. Bonaventure Belem. Vous vous rendrez compte que sur bon nombre de points, il y a de grands retards et nous entendons marcher ce matin pour dire au gouvernement de mettre le pied sur l'accélérateur dans la mise en œuvre du protocole. C'est juste pour dénoncer ce qui se passe et interpeller le gouvernement quant à sa responsabilité à respecter ses engagements et la parole donnée. Contrairement au mass meeting antérieur, la CNSE n'a ni rencontré ni remis des messages aux responsables du ministère en charge de l'éducation. Plusieurs messages transmis à plusieurs reprises selon elle n'ont pas été pris en compte. On est fatigué de parler, de remettre les messages. Notre engrais, les feutres sont finis. Papier rame est fini. La plus rien dit. Les arguments ont été donnés. On les a battus en arguments. Un silence qui doit interpeller les autorités à accélérer dans la mise en œuvre des points du protocole, à en croire Bonaventure Belem. Aujourd'hui, notre manifestation, c'est inviter le gouvernement à écouter le silence et l'éloquence du silence. Nous avons parlé, maintenant nous ne parlerons plus, nous agirons. À l'issue de cette journée de protestation, une assemblée générale de la CNSE est prévue le vendredi 26 avril prochain pour dégager des suites à donner à leur action, a confié le coordonnateur de la CNSE. En avant pour la qualité de l'éducation. Ce sont une vingtaine d'élèves du secondaire venus du Burkina Faso, du Bénin et du Togo, ayant pris part aux épreuves de français qui ont vu leur travail récompensé lors de la 20e édition du concours promotion de la langue française et des langues nationales pour l'AFLAN. Des attestations de participation, du matériel didactique et bien d'autres lots ont été remis aux lauréats. Mayo Sawadogo est l'un d'entre eux. C'est un très grand honneur pour moi de représenter toute ma promotion et mon école ici, à ma personne. Je dis merci à tous ceux qui m'ont encouragé et merci aux promoteurs du concours ProLAF. Je leur demande de continuer à promouvoir des concours comme ça et même dans les autres langues. Pour la représentante du ministre en charge des Affaires étrangères, par ailleurs présidente de la cérémonie, ce concours permettra d'accroître le niveau des élèves en français. Aline Kouala. C'est une excellente activité qui est développée par la francophonie. En tout, nous avons eu 21 lauréats burkinabés au niveau des différents collèges. Ces 21 lauréats, ceux qui sont partis au niveau international, ils sont encore récipiendaires. Après ce niveau national, il y a eu le concours au niveau international et nous avons les élèves du Togo et du Bénin. Donc au total, nous avons une quarantaine de prix qui ont été remis
remis à ces différents lauréats. L'objectif de ce concours, c'est de cultiver chez les enfants le goût de la langue française. Les élèves du Burkina Faso ont également fait leurs preuves dans les langues nationales telles que le Moré, le Djoula, le Fulfundé et le Goulmassima pendant le concours. 7 prix d'excellence ont également été empochés par le Burkina Faso. Il est 10h en cette matinée de mercredi 17 avril. Nous sommes au centre médical privé Pôle 6. Des urgences médicales au service du bloc opératoire, en passant par la radiographie et la maternité, tous étaient ouverts et les hommes en blouse s'affairent pour s'occuper des malades. Ici, nous ne savons même pas qu'il y a une grève. Tout fonctionne normalement, nous lance le responsable du service des urgences médicales. Si les différents services sont ouverts et que tout fonctionne normalement, le responsable des ressources humaines par contre fait remarquer que certains agents ne se sont pas présentés à leur poste. Blaise Zongo. Le syndicat a donné son mot d'ordre, mais les structures ne sont pas les mêmes. Il y a des structures étatiques, il y a des structures privées et nous faisons partie justement de ces dernières structures-là. C'est vrai, il y a des agents aussi de l'État qui sont parmi nous, mais d'une manière générale, c'est quelques agents seulement de l'État qui se sont absentés. Sinon, tout marche, l'administration fonctionne et les services également fonctionnent. Autre lieu, autre réalité, mais cette fois-ci dans le public. À notre arrivée au CMA de Kosodo à 11h, un calme plat régnait dans l'enceinte des lieux. Tous les services sont fermés, pas assez de monde. Un seul médecin est au niveau des urgences médicales pour assurer le service minimum, dit-il. Quelques patients rencontrés sur place nous confient que d'autres personnes venaient pour se faire consulter. Après avoir attendu désespérément des heures et des heures, on finit par rebrousser chemin. Mais à l'instar de Adama Melissa Yelemou, ils sont environ une dizaine de patients qui depuis 7 heures attendent toujours dans les couloirs du service des urgences dans l'espoir de pouvoir se faire soigner. On est venu depuis 7 heures. On n'a pas trouvé de docteur. Non, c'est un seul docteur qu'on a trouvé. C'est tout, il y a beaucoup de gens. Les autres sont partis. Certains travailleurs de l'administration du CMA de Kosodo que nous avons rencontrés nous expliquent que l'absence des agents de santé se justifie en partie par les travaux de réfection en cours dans ce centre de santé. La rétrospective de la semaine. C'est dans le but de contribuer à améliorer la prise en charge sanitaire des populations que le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale SINCHA dit faire le point de l'état des services de santé au Burkina à travers cette conférence publique. Pissiamba Ouedraogo, secrétaire général du dit syndicat, en était l'animateur principal. Ce que nous avons voulu traduire par cette conférence, c'était de montrer que le système de santé dans lequel évoluent aujourd'hui les travailleurs du secteur n'a pas pu effectivement offrir les soins de qualité à l'ensemble des populations et n'a pas non plus pu établir l'égal accès de population aux soins. Un état de fait qui l'explique par plusieurs raisons. D'abord parce que le système lui-même a été hérité du système colonial, donc il est essentiellement curatif. Ensuite, le mode de paiement des soins est un paiement individuel. Ce sont les ménages qui payent les soins. Dans un système pareil, compte tenu des revenus que nous connaissons de l'ensemble des populations, étant donné que même officiellement, plus de 40% des populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. On comprend naturellement que les populations ne peuvent pas accéder aux soins et sont donc exclues. Pour lui, le SINCHA remplit ainsi encore une fois un de ses devoirs, qui est d'informer sur la crise du système de santé en exigeant davantage du gouvernement qu'il se penche sur la question. Il entend ainsi appeler les citoyens à soutenir les actions du syndicat. Dans tous les cas, le SINCHA va assumer sa part de responsabilité, note Pissiamba Ouedraogo, qui rappelle que c'est dans le sens d'apporter sa contribution à l'amélioration de la santé des populations que les travailleurs du secteur de la santé iront en grève les 17 et 18 avril prochains au cas où des réponses concrètes ne sont pas apportées à leurs préoccupations.
Les attaques terroristes dont est victime le Burkina est le produit de la domination impérialiste, foi des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire CEDAIP. C'est pourquoi la structure, en collaboration avec d'autres structures, a initié un meeting de dénonciation du terrorisme et de l'impérialisme dans les arrondissements 1 et 2 de la ville de Ouagadougou. Laurent Ouedraogo, membre des CEDAIP. Le terrorisme est un produit de l'impérialisme et un moyen utilisé par l'impérialisme pour opprimer les peuples, pour détruire nos pays à des fins simplement économiques et géostratégiques. Et il était important, en tant qu'organisation citoyenne, organisation démocratique et progressiste, de discuter avec la population des arrondissements 1 et 2 sur ce thème-là. Pour lui, la lutte contre le terrorisme passe d'abord par la lutte contre l'impérialisme qui constitue selon lui la cause du terrorisme. Il a de ce fait appelé la population à prendre conscience de cette situation et à s'organiser pour une lutte nationale et sociale. Lutter contre le terrorisme, comme je l'ai dit, c'est lutter contre les menées impérialistes. Les menées impérialistes, c'est quoi? Ce sont les guerres de rapine, ce sont les pillages de nos ressources par les multinationales impérialistes qui abandonnent les masses populaires dans la misère. Et donc, si le peuple prend conscience des causes et des conséquences actuelles du terrorisme, il peut trouver les voies idéales pour vaincre le terrorisme. Et cette voie, de notre point de vue, c'est la lutte pour l'émancipation nationale et sociale. Ce meeting organisé le samedi dernier est l'une des activités des 48 heures de dénonciation du terrorisme et de l'impérialisme. Un concert, meeting et un tournoi Maracana étaient également au programme de ces journées de dénonciation. Les propos du président du Faso Roch Kaboré confiés à la radio allemande Deutsche Welle en fin février 2019 faisant cas de lien entre l'ex-président Blaise Compaoré et des groupes terroristes à travers un deal continue de faire l'objet de réactions. Face aux médias ce mercredi, l'Alliance pour la défense de la patrie ADP trouve ces propos graves et estime qu'à force de les tenir de façon récurrente et sans présenter la moindre preuve, le président Kaboré a décidé de se réfugier derrière la théorie du complot et de la diabolisation systématique de l'adversaire politique. Une diabolisation érigée en règle de gouvernance selon Abraham Badolo, président de l'ADP. Face à la ressurgence de l'insécurité au Burkina Faso, le pouvoir en place depuis plus de 3 ans a adopté comme réponse la stratégie de la diabolisation des adversaires politiques, des acteurs syndicaux, des acteurs sociaux et l'opposition, des différentes forces sociales par la manipulation de l'opinion. Pour lui, les tenants du pouvoir actuel sont dans une stratégie de fabrication des boucs émissaires à la gouvernance approximative actuelle. Ainsi, du fait de cette posture du pouvoir en place, les responsables de l'ADP s'interrogent sur la sincérité du dialogue engagé par le président du Faso avec l'opposition politique. Ce sont au total 8143 pèlerins burkinabés qui seront à la Mecque pour le Hajj 2019. C'est ce qui est convenu dans la convention signée entre l'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Pour le ministre en charge de l'administration territoriale, les pèlerins ont été confrontés à des difficultés lors du Hajj 2018. Simeon Sawadogo. Il y a 2000 qui n'allaient pas partir à cause des visas. Et c'était à 3 jours de la fermeture de la plateforme saoudienne. Le deuxième problème, c'est le désistement de Nesma qu'on a eu. Et il fallait trouver un avionneur dans les 10 jours. Évidemment, quand vous négociez dans ces conditions, le gars donne ces conditions, vous ne pouvez pas négocier. C'est parce qu'on avait 2 compagnies, et Flynas et Air Burkina. Donc, chacun voulant aller là où il y a les avantages, au retour, même Air Burkina va attirer notre attention sur le fait que le retour aussi a été un peu chaotique. Après la signature de la convention avec l'Arabie Saoudite, les organisateurs nationaux sont à pied d'œuvre avec d'autres structures en vue de réussir ce pèlerinage. Les différentes prestations donc ont connu des signatures à travers les agences, que ce soit pour le séjour à Mina et à Arafat. Prenant en compte donc les services de base convenus avec la Mouassassa, c'est-à-dire les tentes, la climatisation, les tapis, etc. À ces prestations s'ajoute celle du transport interne, signée avec United Office. Troisièmement, les agences de voyage chargées de l'organisation pratique du pèlerinage à la Mecque sont celles qui sont sélectionnées depuis l'an passé pour 2 ans, à l'exception des agences qui sont sanctionnées
pour non-respect du cahier des charges et celles n'ayant pas renouvelé leur demande de participation pour le Hajj 2019. Le coût du Hajj 2019 est fixé à 2 132 000 francs CFA, soit une baisse de 153 000 francs CFA comparativement à l'année dernière. Les potentiels pèlerins ont jusqu'au 5 mai prochain pour s'inscrire. La rétrospective de la semaine. Face aux hommes et femmes de médias, le cardinal Philippe Ouédraogo a dans un message donné le programme de célébration de la Pâque 2019. Le jeudi saint, nous célébrons la messe du soir en mémoire de la scène du Seigneur. Le vendredi saint, nous célébrons la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le samedi saint et le dimanche de Pâques nous renvoient déjà à la résurrection. La nuit du samedi saint est une nuit de veille pour le Seigneur. Au-delà des adorations prévues, le cardinal a fait un certain nombre de recommandations aux fidèles chrétiens. Je recommande à la prière de tous, les agents pastoraux et les personnes enlevées par les djihadistes. Nous aurons également à cœur de prier pour les différentes victimes, civiles ou militaires. J'en appelle à la solidarité, à la générosité de tous pour venir en aide à nos frères et sœurs déplacés et en raison de la situation sécuritaire difficile. En raison justement de la situation sécuritaire, le cardinal invite toutes les paroisses à s'organiser pour que les différentes veillées de prière ne débordent pas minuit. Ce sont au total 14 équipes issues de 14 ambassades et 2 équipes burkinabèques qui prendront part à cette première édition de la Coupe des ambassades. À en croire le président du comité d'organisation de la compétition, cette idée est née de la volonté du ministère des Sports et Loisirs de créer un cadre de retrouvailles pour les différents corps diplomatiques au Burkina. Arsène Magloire Zabré. Monsieur le ministre des Sports et des Loisirs, en initiant cette coupe, entend créer un cadre d'intégration. Dans un premier temps, un cadre de retrouvailles et d'amitié pour les représentations diplomatiques accréditées dans notre pays. Et en juger par l'intérêt manifeste autour de la compétition, nous pouvons dire que l'écho est favorable. Il a par ailleurs donné les modalités de participation à cette compétition. Il faut dire que la Coupe des ambassades va se jouer du 1er mai au 25 mai. Elle concerne le corps diplomatique élargi aux ressortissants des pays en question. Et le Burkina sera représenté, comme on a dit tantôt au moment du tirage au sort, par 2 équipes, la présidence du Faso et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Cette première édition de la Coupe des ambassades est placée sous le parrainage de l'ambassade de l'Arabie Saoudite et la somme de 53 millions de francs est mise sur la table selon le président du comité d'organisation pour la tenue de ce tournoi Maracana. Ce sont au total 4 poules qui ont été constituées à l'issue du tirage. Mais avant, le président du comité d'organisation, Arsène Zabré, a signifié que les équipes burkinabèses sont soumises à des règles particulières. Ainsi, pour éviter que les 2 équipes burkinabèses ne se retrouvent en finale, elles devront être dans la même poule. Si, à l'issue des phases de poule, les 2 équipes burkinabèses se retrouvent qualifiées, l'une devrait céder sa place à une ambassade. Ainsi, les 2 équipes burkinabèses représentées par l'équipe de la présidente du Faso et celle du ministère en charge des affaires étrangères se retrouvent dans la poule A avec les ambassades de la Côte d'Ivoire et de l'Italie. Les ambassades des États-Unis, du Nigeria, de la Libye et de la Belgique forment la poule B. Et les ambassades du Maroc, du Ghana, du Japon et du Brésil se retrouvent dans la poule C. Enfin, dans la poule D, nous avons les ambassades de l'Arabie Saoudite, de la Chine, de l'Algérie et du Canada. Le tournoi qui commence le 1er mai prochain se déroulera au niveau du terrain C, au côté nord du rond-point des Monuments des Martyrs, de 17h à 19h et de 18h à 20h pendant la période du jeûne musulman. La rétrospective de la semaine. Maître Prosper Farama, bonjour. Oui, bonjour. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 se poursuit avec la phase des plaidoiries. Vous défendez des victimes. Comment comptez-vous aborder cette phase après tout ce qui a été développé devant la barre?
Disons avec sérénité et perspicacité. Nous sommes dans la phase finale, épilogue de ce procès, où il nous faut résumer en quelque sorte ce qui s'est passé et dire ce que nous attendons du tribunal. Je pense que nous plaiderons sereinement, debout, avec beaucoup de conviction. Les généraux de brigade Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé sont présentés par certains comme étant les cerveaux du putsch manqué. Alors, après avoir suivi le passage des accusés, le passage également des témoins et la présentation des pièces à conviction, est-ce que votre conviction est faite que c'est bien les deux généraux qui sont à la tête de ce coup d'État-là? Je pense qu'il ne saurait en être autrement. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y ait un complot dans lequel vous retrouvez deux généraux de la haute hiérarchie militaire avec des soldats et que ce ne soit pas eux les maîtres à penser et que ce soit les soldats qui pensent à la place donc des généraux. Au surplus de ce que nous avons vu et entendu, je parle des vidéos, entendu, je parle donc des écoutes, il est clairement établi que c'était des complots ourdis, prémédités et évidemment encadrés par ces deux généraux et qui fort heureusement ont échoué. Alors il y a les avocats de Djibril Bassolé qui estiment que les droits de leurs clients ont été violés. Comment réagissez-vous face à cette situation? Vous savez, si la cause n'était pas aussi sérieuse, j'aurais dit que c'est simplement amusant d'entendre de tels arguments. Comment pouvez-vous juxtaposer dans la même balance les intérêts impérieux et supérieurs d'une nation, d'un peuple, aux intérêts d'un individu? Ce que nous retenons de cet argumentaire, c'est que le général Bassolé nous dit, écoutez, ma vie privée est supérieure à la sécurité de toute la nation. Ce qu'il nous dit autrement, il nous dit, mais écoutez, vous n'aurez pas pu m'écouter sans autorisation préalable d'un juge. Comme s'il avait prévenu, on va dire, la nation tout entière qui préparait un coup d'État afin qu'on puisse demander une autorisation pour l'écouter. Mais par essence même, l'écoute téléphonique administrative est là pour objet de prévenir, d'anticiper sur la commission d'une infraction. Comment pensez-vous qu'on puisse attendre qu'un coup d'État commence avant de demander une autorisation pour écouter des gens? La sécurité nationale serait en danger si administrativement les choses fonctionnaient ainsi. Bon, je pense que c'est de la diversion. D'ailleurs, il me semble qu'il a saisi la Cour de justice de la CEDEAO à cet effet et que, de ce que j'ai entendu, son recours n'est pas allé plus loin que sa demande. Alors, interrogé par Radio Liberté, Maître Dieudonné Bonkongo a estimé que aucunement la Cour de justice de la CEDEAO a affirmé en tout cas que la plainte formulée par Djibril Bassolé était infondée et que la Cour de justice a simplement fait savoir qu'en l'état il n'était pas question de se prononcer sur ce dossier-là. Mais ça veut tout dire. Mais le droit, il se lit, il s'interprète. Écoutez, quand vous allez devant une cour, pendant que vous êtes en plein dans un procès, pour dire à la cour, je vous demande de vous prononcer et dire que les éléments qui sont en train d'être utilisés devant le tribunal dans mon pays ne peuvent pas l'être parce que ma vie privée aurait été violée. Et que la cour vous répond que à ce stade-là, elle ne peut pas se prononcer. Mais ça veut dire simplement qu'elle laisse la liberté au tribunal de votre pays de se prononcer sur la régularité de ses écoutes. Or, les tribunaux à l'interne ici, au Burkina, se sont déjà prononcés sur la régularité et ont estimé que ces écoutes étaient régulières. Au demeurant, je trouve l'argument d'ailleurs tout à fait paradoxal et pour moi, excusez-moi l'expression, ridicule. Quand quelqu'un dit que écoutez, on a fabriqué des écoutes qu'on a mis sur mon dos. Et que dans le même temps, il vous dit, on a violé ma vie privée en m'écoutant. Vous n'estimez pas là qu'il y a un paradoxe où c'est fabriqué et donc ce n'est pas vous et votre vie privée ne peut pas avoir été violée? Ou si votre vie privée a été violée, c'est que vous reconnaissez que c'est vous qui avez émis donc ces conversations. Donc, au fini, ce qu'on retient, c'est que le général reconnaît que c'est lui qui a émis ces conversations. Mais si tel est le cas, tout l'argumentaire juridique qu'il évoque pour essayer de faire écarter ces écoutes, pour moi, sont vains. L'infraction aurait été donc constaté par ces écoutes téléphoniques. Vous défendez des victimes. Quel est aujourd'hui leur état d'esprit? Il faut dire que aujourd'hui, je peux dire que nos clients sont dans un double état d'esprit. D'abord, un esprit de soulagement. Parce que pendant longtemps, ils avaient cru que ce procès ne se tiendrait jamais. Qu'il y aurait eu, entre guillemets, un deal sur le dos de la vérité et de la justice à leur détriment. Déjà que ce procès se soit tenu, ils en sont fortement soulagés. Parce que ça permettra que tout le monde comprenne dans ce pays qu'on ne peut pas impunément, pour quelque raison que ce soit, a fortiori, pour des questions égoïstes telles la conquête du pouvoir, assassiner des enfants de la patrie. Deuxièmement, ils en sont sortis de ce procès meurtri et révoltés en entendant certaines déclarations de certains accusés. Parce qu'on a eu le sentiment que, alors que pour certains, il y avait une sorte de repentir, pour d'autres, ils étaient toujours dans cette logique de refus de se repentir.
repentir. Et ça, je pense que vous comprendrez que pour une victime, ça peut être fortement blessant. Au fini, ce que nous espérons, c'est que le tribunal tiendra compte de toutes ces postures. Les accusés qui auront eu un comportement, j'allais dire, de repentir, à mon avis, le tribunal devrait apprécier à sa juste valeur ce comportement. Par contre, à l'égard de ceux qui n'ont aucun remords ni regret, qui sont pour moi un danger pour la société, il faudrait que les sanctions soient à la hauteur de leur comportement. Maître Prosper Farama, je vous remercie. Je vous dis merci plutôt à vous.